tout le monde de se réapproprier l'histoire. À côté de ça, il présente des émissions de télévision pour lesquelles il permet que la diffusion de l'information puisse être la plus large possible. Il produit beaucoup de livres, il en a écrit beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont exposés là-bas, mais il y a un site internet qu'on vous donnera après si vous voulez aller voir plus loin. Notre idée, pourquoi on a fait venir, c'est parce que nous voulons parler des choses que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, si un noir a inventé quelque chose, eh ben, c'est que, comme nous sommes dans un système de valeurs, il y a des brevets qui sont déposés dans des institutions qui gardent. Eh ben, nous avons voulu prendre quelqu'un qui connaisse tout ça et qui nous en parle. Nous allons accueillir le professeur Jean-Philippe Omotunde. Avant de lui passer la parole, je vais lui poser 2 questions auxquelles il répondra à la fin. Je ne lui ai pas dit que je lui poserai 2 questions. La première question que je lui pose, c'est celle-ci. Quand nous avons voulu faire son billet, on s'est rendu compte que, en fait, on ne pouvait pas écrire son nom, Jean-Philippe Omotunde, c'était Jean-Philippe Corveau. Alors, je lui pose la question, professeur Jean-Philippe, vous êtes Corveau ou Omotunde? Vous nous répondrez à la fin. La deuxième question que je lui pose, est-ce que c'est nécessaire de parler des inventeurs noirs alors que l'invention appartient à l'humanité? Voici mes 2 questions pour la fin. Avec vous aujourd'hui, parce qu'on va traiter d'une thématique qui est assez riche, qui est assez surprenante. Et c'est vrai que, je dirais, je rendrai hommage à un inventeur de chez nous. La thématique, j'ai voulu en quelque sorte l'appeler, vous voyez, les racines africaines de la civilisation européenne aussi, donc pour célébrer le génie, donc africain, mais les racines africaines de la civilisation européenne, tout simplement parce que, je dirais, ça nous permettra tout simplement ensemble de faire quoi? De célébrer les humanités africaines, célébrer les humanités classiques africaines, donc apprendre à mieux connaître cette histoire antique. Alors là, vraiment, attachez vos ceintures parce qu'on va faire un grand voyage. Alors, en guise d'introduction, la thématique est abordée sous l'angle, vous voyez, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme, on dit que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous voyez, donc l'éducation doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir, vous voyez, donc le genre d'éducation qu'ils souhaitent donner à leur enfant. Donc c'est vrai que, je dirais, dans le cadre de l'éducation, il y a quand même une responsabilité qui incombe aux adultes, c'est de transmettre des idées positives, donc aux jeunes générations, des idées positives du vivre ensemble, des idées positives du cadre urbain, des idées positives du respect de la nature, donc de la façon dont l'homme doit se comporter par rapport à tout cet environnement que nous avons finalement qu'en location, puisque l'objectif étant de transmettre tout cela dans de bonnes conditions aux jeunes générations. Comme je suis chargé de mission aussi à l'UNESCO, vous voyez, il y a une chose qui m'a particulièrement interpellé en 2010, c'est l'objectif de l'UNESCO dans le cadre des histoires régionales de l'humanité. Vous savez, l'UNESCO a entrepris de réécrire l'histoire de tous les peuples de l'humanité, mais cette fois-ci, les historiens ne sont pas des historiens nationaux, ce sont des équipes de chercheurs internationaux, vous voyez, qui travaillent sur donc, des problématiques historiques. Et en introduction, l'UNESCO dit que le travail vise à désarmer l'histoire. Vous voyez, j'ai trouvé ça vraiment très fort, désarmer l'histoire. Donc on voit que l'histoire finalement a été armée, malheureusement, pour pouvoir assouvir certaines pulsions, certaines passions. Donc désarmer l'histoire en mettant l'accent sur le développement scientifique et culturel, en soulignant les apports de tous les peuples au progrès général de l'humanité. Vous voyez, les apports scientifiques, les apports intellectuels de tous les peuples au progrès général de l'humanité, écrire une histoire de l'humanité reflétant la pluralité des visions, souligner les interactions entre les cultures et mettre en évidence des valeurs partagées qui en découlent, rétablir l'égale dignité des cultures. Donc, véritablement, c'est ma mission aussi au sein de l'UNESCO, tout simplement parce que nous travaillons sur la réécriture des livres d'histoire, donc pour les 53 États africains. Donc c'est un travail qui va durer 4 ans, qui demande la réunion
et le travail collectif de tous les historiens africains, du nord au sud, de manière à aboutir à des livres qui reflètent véritablement la réalité et qu'on puisse sortir aussi du prisme un peu colonial qu'on a connu. Alors vous voyez, toutes ces images qu'on a eu l'occasion de voir à travers l'histoire, donc ce sont des images auxquelles ma grand-mère a été confrontée, ma mère a été confrontée, ce sont des images que nous ne voulons plus voir. Parce que c'était l'époque véritablement de l'aliénation culturelle, c'est l'époque où on essaye de suggérer des complexes à des populations qui sont agressées alors qu'en fait, elles n'ont jamais cherché à agresser personne et elles n'ont jamais cherché non plus à nuire aux intérêts de personne. Vous voyez, l'Afrique n'a jamais été conquérir l'Europe pour dire voilà, on va aller mettre les Européens en esclavage quelque part, voilà des choses même pour l'Asie, voilà des choses que vous ne retrouverez pas dans le parcours de l'histoire des peuples africains. Alors, le schéma auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est quand même, je dirais, l'envie de faire perdurer certaines vieilles façons de faire. Alors, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Voilà un document qui est présenté dans les établissements scolaires aux jeunes générations, et vous avez l'évolution de l'homme, vous voyez l'évolution de l'homme, ici, de moins 4 millions d'années à moins 1 million d'années. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que de moins 4 millions d'années à moins 1 million d'années, quand vous regardez les crânes, qui sont des crânes d'Homo sapiens archaïques, vous avez la localisation de tous les lieux en Afrique où ces crânes ont été trouvés. Vous voyez, vous avez Éthiopie ici, Afrique de l'Est, Afrique subsaharienne, donc Homo rudolfensis, Afrique de l'Est, vous voyez, Afrique du Sud, pour le Tchad, ici, Éthiopie, Tanzanie, enfin, toutes les localisations où ces crânes ont été trouvés. À partir du moment où on arrive à moins 1 million d'années, jusqu'à 0, donc là nous arrivons vraiment à l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, qu'est-ce que vous constatez? Alors que ces crânes ont été trouvés en Afrique, eh bien, la localisation africaine a disparu, là ça devient l'Espagne, là ça devient l'Asie de l'Est, l'ancien monde, Europe, Asie de l'Ouest et l'Homo sapiens, monde entier. Alors que vous savez très bien que le crâne de l'Homo sapiens a été trouvé donc, par le professeur au Kenya, vous voyez, donc c'est un professeur anglais, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, son nom m'échappe, mais toujours est-il que ce qui est extraordinaire, c'est cette propension, en fait, à sortir l'Afrique du cadre de l'apparition de tout ce qui représente la modernité. Voilà la problématique, vous voyez, alors que ce crâne a été trouvé, donc c'est le crâne de Homo 1, qui a été trouvé donc par le professeur Leakey, vous voyez, exactement. Quand on a aussi ce genre d'images dans les manuels, ce sont des images qui ne sont pas innocentes, vous voyez, voilà les choses qu'on retrouve dans certains documents qui sont présentés aux jeunes générations. Donc l'idéal aurait été, vous voyez, d'avoir l'évolution du même homme, c'est-à-dire on prend un Asiatique et il représente tous les stades d'évolution, on prend un Européen ou on prend un Africain, peu importe, il représente tous les stades d'évolution. Mais on voit qu'on a une espèce d'humanité africaine qui apparaît derrière et une humanité européenne qui représente l'homme abouti. Vous voyez, dans le cerveau d'un enfant, qui n'a pas le recul, véritablement, il y a quelque chose qui se crée, puisqu'on sait très bien qu'entre les deux, il y a une différence de boîte crânienne. Donc c'est comme ça qu'on induit un peu ces vieilles petites idées coloniales, donc, qui ont circulé à l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Et ça fait partie des choses où, finalement, de telles images, c'est pas innocent quand, dans certains établissements, on utilise ce genre d'iconographie pour illustrer l'évolution de l'homme. Donc la chose qui se passe, c'est que lorsqu'on est dans le cadre ici de l'Afrique et qu'on parle de l'évolution des hommes, vous avez une période où on a des hommes qui sont donc ce qu'on appelle l'Homo sapiens archaïque. C'est-à-dire que dans le stade d'évolution, ce n'est pas l'Homo sapiens sapiens, c'est l'Homo sapiens, donc il est Homo habilis, il marche sur les deux jambes, mais il n'est pas totalement moderne. Dans les documentaires qu'on voit, très souvent, le cadre géographique de cet humain est l'Afrique. On voit le Kilimandjaro, vous voyez, voilà des documents officiels. Ça, c'était l'évolution de l'homme, un documentaire qui est passé sur France 2. Et on voit que le cadre de cet homme-là est l'Afrique. Donc ça nous renvoie à l'univers de Lucie. La chose qui se passe, c'est que l'homme moderne est aussi issu du même cadre. Et dans le documentaire, à partir du moment où on va aborder l'homme moderne, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme moderne, vous voyez, on va essayer de trouver une différenciation
je dirais, entre cet homme-là, donc ce crâne de l'Homo sapiens archaïque, et ce crâne de l'homme moderne. Qu'est-ce qui s'est passé très simplement? Je vais vous l'expliquer. On fait des fouilles en Afrique, on trouve ce crâne qui représente un homme donc archaïque, un Homo sapiens archaïque, et à 10 cm de ce crâne, on va trouver le crâne d'un homme moderne. Quand c'est l'Homo sapiens archaïque, personne ne discute, on le représente noir avec les cheveux grébus. Mais à 10 cm du même crâne, on trouve un Homo sapiens moderne, comme par hasard, il n'a plus le phénotype africain. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'idéologie. Et c'est à ça que nous sommes confrontés. Je dirais, chaque fois qu'on parle de science, on raconte, je dirais, un peu n'importe quoi. Parce que vous comprenez aisément qu'ayant eu le même cadre environnemental, les deux, qu'ils soient archaïques ou qu'ils soient modernes, ben les deux sont noirs. Ce qui est une évidence mathématique, puisque, je dirais, la mélanine permet justement d'éviter d'avoir la détérioration de la peau à partir des rayons ultraviolets. Et là, comme on est en Afrique, en plein cœur de l'Afrique, qui plus est, il faut de la mélanine, puisque tous les animaux à sang chaud ont forcément de la mélanine pour pouvoir résister donc aux rayons, à la puissance des rayons ultraviolets. Mais tout ça, en fait, a pour but, vous le voyez, à l'époque des expositions coloniales, de rester dans le cadre paradigmatique de ce qui a été fait au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, avec tous ces penseurs qui avaient des vues négatives sur l'humanité africaine et qui essayaient toujours de déprécier l'image donc des peuples africains, des populations africaines. Et ça donne ceci, vous voyez un peu sur Internet, donc cette évolution en Europe où l'homme est parti du singe, on voit qu'il est informaticien, et vous voyez donc au niveau du Japon, il est devenu donc une espèce de robot, mais au niveau de l'Afrique, il est parti du singe, il est juste devenu un grand singe. Vous voyez? Et c'est ce que ça nourrit finalement. Vous voyez, parce que tout ça a un but. Tout ça a un but, c'est déprécier l'image. Alors vous voyez, vous savez, hein, c'est très compliqué d'être en liberté et d'être en prison en même temps. Parce que quand on a détruit votre image, eh ben on a détruit votre liberté, on a détruit votre capacité d'être en phase avec les autres. Parce que, je dirais, nous ne sommes pas simplement, nous, en tant que personnes d'ascendance africaine, victimes. Mais l'Asiatique est victime, comme l'Européen est victime. Les gens sont victimes parce qu'ils sont de bonne foi et on leur montre des documents qui sont des documents erronés. Alors, le problème, c'est que quand on est en milieu scolaire, voilà comment on va témoigner finalement de cet apport des Noirs, généralement, à l'humanité. On va vous dire, ben voilà, on a eu un grand footballeur, c'était Pelé, vous voyez, donc Pelé, le roi du football. Ensuite, on a eu un grand boxeur, c'était Mike Tyson, vous voyez, donc voilà, donc ceux qui sortent. On a eu un grand basketteur, Michael Jordan, et un grand joueur de trompette, Louis Armstrong. À part ça, c'est tout. Voilà, on dit, voilà, les gars, donc, des sportifs et des musiciens. De grands sportifs, de grands musiciens, au-delà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est une humanité qui est née pratiquement sans cerveau. Vous voyez, on ne peut pas continuer. Parce que c'est pas faire honneur à l'humanité, puisqu'il ne faut pas oublier que nous descendons tous d'un même génome, qui est le génome africain. Et puis, il faut sortir de ce cadre-là, parce que nous vivons tous sur la même planète, et il faut se rendre compte que la planète est quand même un être vivant, et la planète ne peut pas supporter tous les égarements en matière d'idées que nous produisons, puisque notre destruction entraîne inexorablement la destruction de la planète aussi. Donc l'Afrique, berceau de l'humanité. Qu'est-ce que dit la science?